Tous les jours dès 16h, Historiquement Vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter. Et elle nous raconte des histoires comme si elle y était. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Aujourd'hui, Clémentine, même si vous y étiez, on ne vous aurait pas forcément trouvé. Il faut dire qu'il y avait du monde dans le harem du bon roi Dagobert. Il n'y aurait pas eu de place pour moi. Alors j'en connais les détails, n'est-ce pas, grâce à la chronique de Frédéguerre qui a écrit l'histoire du roi Dagobert 20 ans après sa mort. C'est pas très frais, mais ça nous permet de bien connaître la vie de ce souverain qui, dois-je le rappeler, était le petit-fils de la terrible Frédégonde, la plus grande serial killeuse de toute l'histoire du Regnum Francorum. En gros, elle a dézingué absolument toute sa famille. Dites-vous aussi à la louche que Dagobert, c'est 130 ans après Clovis à peu près. Hein. Bon, il accède au trône en 629. Alors Dagobert, il était légèrement obsédé sexuel sur les bords. Aujourd'hui, il aurait eu des gros problèmes avec MeToo parce que Frédéguerre nous raconte qu'à 12 ans, il viole une petite bergère sur les pentes de la butte Montmartre, qui à l'époque était fréquentée par des moutons, hein, j'imagine. Alors, Dagobert sera polygame, spécialiste de la répudiation éclair, et il multipliera les concubines. Il aura 5 épouses, dont 3 simultanément. Hein. Donc la fameuse Gamatrude qu'il épouse à 15 ans, il la répudie à 30 parce qu'en fait c'est son papa qui la lui avait imposée, donc il n'était pas content du tout. Et il tombe très amoureux de Nantilde. Et il va vouloir épouser Nantilde, et avec elle il signe un contrat de mariage quand même extrêmement particulier. Il y a une clause qui stipule que le roi a le droit de s'unir avec autant de concubines qu'il le souhaite. C'est quand même particulier comme contrat de mariage. Et alors qu'il vient juste d'épouser Nantilde, ah ben zut, alors il rencontre Agnétude. Alors elle va lui donner un fils qui sera d'ailleurs le futur roi. Donc quasiment trois femmes simultanément, et puis 2 concubines. Mais il avait un palais pour mettre tout ce monde. Alors il avait un palais, oui, mais enfin, voyez, vous vous rendez compte, c'est quand même pas de sa faute s'il y a tellement de jolies mérovingiennes dans le Regnum Francorum. C'est pas de sa faute. Et puis par ailleurs, dans la tradition germanique, la polygamie est chose normale. Les hommes ont une première épouse officielle et des épouses de rang inférieur, sans compter les concubines et les esclaves. Parce que l'idée, c'est de sceller des alliances politiques et puis surtout donner au roi, au chef, le plus de chances possible d'avoir une descendance mâle, naturellement. Comme le mariage relève du droit privé, il peut se faire et se défaire très très facilement. Et d'ailleurs, 150 ans plus tard, la situation de Charlemagne sera exactement la même. On lui connaît 5 épouses et au moins 6 concubines. Et à la mort de sa 5e femme, il ne se remarie pas, mais il continue à vivre entouré de toute une flopée de femmes. On lui a même, d'ailleurs, Charlemagne, on lui a prêté des relations incestueuses avec sa sœur, avec ses filles. Enfin, ça a été assez salé. Bon, ça, évidemment, ce sont des légendes et des racontards qui ont été forgés par la suite par des religieux qui estimaient la liberté de mœurs des Mérovingiens incompatible avec la morale chrétienne. En tout cas, quand se fait la rupture dans cette histoire de harem mérovingien, c'est avec le fils de Charlemagne, le fameux Louis le Pieux, qui ne porte pas pour rien ce qualificatif. Lorsqu'il succède à son père en 814, il expédie ses sœurs trop libres dans des monastères, il chasse du palais les femmes jugées aux mœurs trop lestes, et il interdit la présence de prostituées dans les environs de la cour. Donc retenez que chez nos aïeux mérovingiens, il y a des harems comme en Orient, mais la grosse différence, c'est qu'en Orient, ce sont des lieux clos, cachés aux yeux du monde. Alors qu'en Occident, chez nos rois mérovingiens, ils mènent cette vie assez dévoyée, débridée au grand jour. Bon, pour en revenir au bon roi Dagobert, heureusement, il compensait ses vices par de précieuses qualités politiques, et il va consacrer son règne à restaurer l'unité du peuple franc et à le tirer du chaos. Et notamment, il a montré une vraie perspective. Et notamment, il montrera une indéniable perspicacité dans le choix de ses subordonnés, puisque la France entière connaît le nom de son principal conseiller, qui est considéré comme un saint. Mathieu, vous connaissez la chanson, le Saint-Éloi, voilà, maître royal des monnaies, devenu évêque de Noyon. Alors bon, de temps en temps, le sang de Frédégonde jaillit chez Dagobert. En 631, il fait égorger 9000 Bulgares qui lui avaient demandé asile. Et une autre fois, pour mater une révolte, il fait décapiter tous les Saxons dont la taille dépasse celle de son épée. C'était quand même un chic garçon. Alors il reste juste une question essentielle. Dagobert était-il aussi bête et tête en l'air que le laisse entendre la chanson? Même si on sait que cette chanson a été écrite pour Brocard
regardez Louis XVI sur l'air de, vous vous souvenez l'autre jour, voyez, sur l'air de la fanfare du Grand Cerf. C'est même vous qui nous avez posé la question. C'était une question du quiz, c'est bien, donc, vous retenez. Selon l'historien Laurent Tess, qui parle du roi Dagobert, ce nerveux, cet agité, cet insomniaque était d'une étourderie incroyable. Cuirassé, il prend sa canne au lieu de sa lance. Raccompagnant un noble visiteur, il met son bonnet sur son diadème. Cet inguérissable dysentérique a plus d'une fois remis sa culotte à l'envers. Donc, s'il mettait sa culotte à l'envers, c'est pas parce qu'il était étourdi, c'est parce qu'il avait des problèmes gastriques. Et d'ailleurs, Frédéguerre nous dit qu'il serait mort d'un flux de ventre. Voilà, c'était un des plus grands rois mérovingiens. Dagobert, il est mort le 19 janvier 639 à l'âge de 36 ans. Et alors, j'ai trouvé un truc que je trouve rigolo, c'est que selon qu'on attribue l'origine de son nom à des origines celtiques ou germaniques, si c'est celtique, ça veut dire grand et bon, d'accord, Dagobert, mais en vieux francique, Dag veut dire jour et aber, brillant ou bonheur. Ce qui veut dire que Dagobert signifierait bonheur du jour. C'est quand même le nom d'un élément de mobilier féminin où les dames cachaient leurs lettres d'amour. Je trouve ça beau, Dagobert. Dagobert égale bonheur du jour. Enfin, c'était quand même un chaud lapin dans son harem. Enfin, on a appris qu'il était mort d'un flux de ventre, mais oui, depuis son enfance, il avait des problèmes, des problèmes intestinaux, donc en fait, gastriques il a mis majeurs. sa culotte à l'envers à cause de ça. Il devait changer de culotte souvent, le pauvre gars. Ça aurait fait une bonne question dans le quiz, ça, franchement. Dagobert mettait-il sa culotte à l'envers parce qu'il a fait des problèmes gastriques? Je suis un peu jaloux de ne pas l'avoir trouvé. Merci Clémentine, et j'en profite pour signaler qu'on vous retrouve aussi dans Au cœur de l'histoire, désormais que vous animez pour nous raconter d'autres histoires, un podcast Europe 1 disponible sur toutes vos applis audio et sur le site europe1.fr.